Atelier Librairie, le livre voyageur, animé... Non. Bonjour. Bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er septembre 2022. Alors aujourd'hui, regardez, je ne vais rien vous lire, mais je vais vous raconter ma journée. Une journée lendemain de la première de Fabienne Roch, dans sa pièce qu'elle a écrite à Tempéra, jouer dans une partie de son atelier transformée en une installation. D'ailleurs, lors du prochain week-end, samedi ou dimanche, on va se faire une vidéo, Fabienne et moi, et elle va pouvoir vous parler elle-même de sa création. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. La dernière fois, ça fait déjà plus d'un an et demi peut-être même. Et il était question d'un toréador. Ouais. Alors aujourd'hui, je vous raconte un peu ma journée et je vous montre mes achats du jour. Car j'ai acheté des livres aujourd'hui. Et la plupart des gens, ils ont un libraire. Ils ont leur libraire préféré. Moi, c'est pas mon cas. D'abord, je vais dans toutes les librairies et je suis un acheteur de livres dans toutes les librairies. Alors, est-ce que je suis infidèle ou je suis fidèle à toutes? Je pense que je suis fidèle à toutes. La seule peut-être où je vais pas trop, ou en fait dont j'use avec beaucoup de réticence pour toutes sortes de raisons, c'est la librairie Amazon. C'est la seule. Oui, parce qu'ils me fatiguent, au fond. Ils me fatiguent avec j'apprécie peu que des algorithmes aient envie de me décoder, de me décortiquer, d'être capable d'analyser mes choix de lecture. Mais il y a quelqu'un qui me confiait, parce que je lui disais que, bon, je peux en commander peut-être 2 ou 3 dans l'année, ce qui est somme toute assez peu. Il me disait que j'en commandais pas assez pour que les algos soient capables de bien cerner le type d'acheteur que je suis. Que si j'en achetais beaucoup plus, les algos auraient de quoi se nourrir, là. Alors, ouais, bon, ça m'a un peu déçu comme réponse. Je m'étais imaginé que j'étais plus intelligent que les algos. Encore une illusion qui vient de tomber. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et ça aussi, je vais vous en reparler. Mais il faut que je commence ma journée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée. Qui est à la fois une journée de travail, de la paperasserie, des trucs administratifs. Le travail de libraire comporte un volet moins amusant aussi. Pas juste vendre des livres. Ou inviter des lecteurs dans son échoppe. Alors oui, je vais vous montrer à l'écran la plus récente publication de la compagnie numéro, Ma petite maison d'édition. Et c'est un livre qui est écrit par Jean Lepage, et c'est Essai de poétique et de pratique de la scénarisation indocile. Et c'est accompagné d'un jeu de cartes. Alors, nous sommes allés à la bibliothèque de l'Université de Montréal porter une trentaine d'exemplaires, car Jean Lepage est un professeur qui donne un cours à cette session-ci d'automne sur la scénarisation des films. Alors, il a écrit cet ouvrage, nous l'avons publié. Alors, Les trombones d'Aristote, on est plutôt fiers, on est plutôt contents. Et il y aura un lancement dans les prochaines semaines, au début du mois d'octobre. Alors, forcément, je vais vous en reparler. Mais la librairie de l'Université de Montréal, elle est dans le quartier Côte-des-Neiges. Et ça faisait près de 5 ans que je n'y avais plus remis les pieds. Vous savez, ma librairie,
mes deux premières librairies où j'ai œuvré à titre de libraire, eh bien, j'ai eu deux librairies dans ce quartier pendant près de 25 ans. Alors, avec Fabienne, on a fait une sorte de pèlerinage, des endroits où j'aimais prendre un café, des endroits où même je lui ai montré un endroit où j'entreposais les livres. Bref, un pèlerinage dans mon histoire de libraire. J'ai été étonné aussi, j'ai croisé beaucoup, j'ai croisé plusieurs clients qui, de toute façon, lorsque j'étais à Côte-des-Neiges, dès que je sortais de mon bocal, ils ne me reconnaissaient pas. En fait, il aurait fallu que je me promène avec un comptoir roulant, avec une caisse enregistreuse. Et là, on dit, ah, tiens, c'est libraire, on m'aurait salué. Alors, à l'époque, sorti de mon habitat naturel, les gens ne me voyaient pas dans la rue. Je finisais toujours par... Je les saluais, j'ai toujours salué tout le monde. En particulier ceux qui faisaient semblant de ne pas me voir. Non, c'est pas vrai. Mais ça arrive des fois. Ça, c'est une tendance lourde aussi. Les gens, ils nous voient, ils nous aperçoivent du coin de l'œil, et là, ils espèrent qu'on les reconnaît pas. Mais moi, dans ça là, je prends un malin plaisir à « Ah! Salut! Tu vas bien? » Mais lorsque j'étais libraire à Côte-des-Neiges, les gens ne me reconnaissaient vraiment pas. Alors, là, après 5 ans, c'est sûr, là, j'étais pas mal rendu invisible sur mon comptoir. Mais là, carrément, c'est l'asphaltisation. Je me fonds dans les craques du ciment. On ne voit plus du tout. Alors, mais j'en ai reconnu un certain nombre. Ah oui, oui. Oui, il y a une dame que j'ai franchement saluée, qui s'est arrêtée à un moment interdit et qui a fini par me reconnaître. Cette dame, on rigolait bien parce que elle avait découvert, il y a plus de 20 ans, les livres de Charles Juliet, que nous adorons ici. Et elle lui avait envoyé une lettre d'admiration. Charles Juliet, qui est un homme qui est en phase avec son lectorat, lui avait répondu une lettre. Et après, il y avait eu un échange comme ça de lettres qui s'en était suivi entre cette lectrice et cet auteur. Tant et si bien qu'en boutade, quand je la croisais dans la rue ou dans les transports en commun, je lui demandais toujours, et puis, comment va Charles? Alors, Charles, il m'a écrit dernièrement, Bon, c'est un jeu assez amusant, mais il y avait une petite pointe de jalousie. J'aurais aimé, moi aussi, j'aurais pu lui écrire à Charles. Mais bon, pudeur d'auteur, sans doute. J'ai toujours pensé que les écrivains, il fallait leur foutre la paix. Il fallait pas les fréquenter, d'abord. Premièrement, règle numéro 1, on ne les fréquente jamais. Le moins possible, en tout cas. Règle numéro 2, on achète leurs livres. Dans des librairies de livres neufs. Pour qu'ils reçoivent un tout petit peu de sous pour leur travail. Alors oui, aujourd'hui, j'ai quand même fait vivre 3 auteurs. Alors après avoir... Oui, puis je vais vous montrer les livres dont je me suis porté acquéreur. Alors donc, après avoir montré à Fabienne quelques lieux qui m'étaient familiers, je suis allé dans une grande librairie, grande au niveau superficie, qui n'est pas plus indépendante que les autres, parce que les seules librairies indépendantes qui existent au Québec, ce sont les librairies de livres d'occasion. Tout le monde reçoit des subventions, directes ou indirectes. Alors, il faudrait dire des librairies qui n'appartiennent pas à une grande chaîne. Mais il y a une grande chaîne. Alors, c'est pas difficile à comprendre qu'il y a une grande chaîne et il y a tout un tas de librairies qui n'appartiennent pas à la grande chaîne. Ça doit être comme ça que les choses se disent. Mais non, une librairie indépendante. Mais une librairie vraiment indépendante, elle ne demande rien à personne, à aucun niveau. Mais par contre, je comprends que toute la chaîne de la librairie, de l'édition également, doit être subventionnée. Alors, n'allez pas croire que je fais partie de ces esprits qui sont anti-subvention, mais dans notre catégorie, à nous, libraires d'occasion et d'anciens,
Il n'y a pas de programme de subvention. Alors quand même qu'on se languirait, quand même qu'on produirait du papier afin de solliciter quelques arts, nous n'entrons pas dans cette catégorie. Inutile de s'agiter. Alors donc, je suis allé dans cette librairie de grande surface, tout le monde aura reconnu, et je suis allé dans ma section préférée. En fait, c'est vraiment ma section préférée. Les essais littéraires. Voilà. Il n'y a rien que j'aime mieux que les livres sur les auteurs, les carnets d'auteurs, les essais. Ça, je raffole de ça. Alors, j'en ai acheté 3. Ouais, j'en ai acheté 3. Mais acheter des livres, pour moi, c'est même pas une nature seconde. D'abord, toutes les semaines, je vais dans un certain nombre de librairies. Je faisais ça avant d'avoir ma librairie il y a 30 ans. Je fréquente les librairies depuis que je suis enfant. Toutes les librairies m'intéressent. Je suis curieux de toutes les librairies. Et je les aime toutes. Alors, je les aime toutes, sans exception. Et de la plus malfamée, puis même la malfamée, des fois, on trouve des trésors, on trouve des perles. Et puis, dans les autres, des grandes surfaces, ils offrent quand même un certain nombre de nouveautés qui peuvent m'intéresser. Alors, je vais vous montrer les 3. Après, je vais continuer. Parce que, au fond, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais l'appeler les affaires courantes. Voilà. Une journée, une vidéo d'affaires courantes. Alors, j'ai acheté un livre uniquement à partir du titre. Ben, voilà. Je commence par celui-là. C'est celui que j'ai acheté en premier. Non, je vais y aller dans l'ordre d'achat, tenez, on va être cohérent. Ah, celui-là. Il est beau. Ah, il est très, très beau. Je vous le montre. Hein? Je vous le montre. Je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer. Les plus belles librairies du monde. Wow! C'est-tu assez beau à votre goût? Les plus belles librairies du monde. Je veux dire, une librairie, là, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Oui, je sais, il y a des choses qui sont plus beaux qu'une librairie. Mais si on fait exception de cette catégorie d'essence qui est plus belle que tout ce qui existe au monde, on fait exception pour ça. La mer, un vol d'oiseaux, une plage à perte de vue, une belle tempête de neige, un paysage survolé en avion, même si ce qu'on voit, c'est plutôt catastrophique. Qu'est-ce qui est plus beau, un coucher de soleil? Ah non, une belle librairie, là. Et ce qui est formidable dans ce livre-là, évidemment, c'est un livre de photos, avec un nombre, je ne sais pas, une quarantaine de librairies à travers le monde. Malheureusement, aucune à Montréal. J'aurais bien aimé y figurer, avouons-le. Aux États-Unis, en Europe, et des portraits de libraires, et comment ils expliquent leur démarche, comment ils vivent leur métier leur métier de libraire. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, je vous le remonte encore tellement je trouve ça extraordinaire. Attendez, je ne vous montre pas le prix, par exemple. Tenez, cachez le prix. Voilà. Alors, je vais le lire attentivement. C'est sûr, je vais vous en reparler. Qu'est-ce que j'ai retenu là-dedans? Les devantures, l'intérieur. Bref. Alors, on y trouve encore ce genre de commentaires. Les libraires de niche reposent sur leur communauté. Alors, oui, c'est vrai. Les libraires doivent créer une communauté. Et celui qui officie au milieu de cette communauté, ben, va sans dire, c'est le libraire. Mais un libraire, c'est toujours plus qu'un libraire. Ça peut pas être. Un libraire ne peut pas qu'être un libraire. Il doit être animateur, il doit être lecteur, il doit être auteur même. Mais il peut être éditeur, il peut faire de la politique aussi. Alors, la campagne électorale est commencée au Québec.
J'en fais hurler plus d'un en disant plus d'une, en affirmant de manière assez péremptoire, mais je soutiens ce point, que les politiciens sont les plus grands artistes de notre temps. Je teste cette idée depuis au moins 15 ans et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était d'accord avec cette assertion. Moi, j'adore les politiciens, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à droite, qu'ils soient au centre, qu'ils soient délirants, qu'ils soient... Je les trouve admirables. Je les trouve admirables, je les trouve créatifs. Et depuis l'agression russe en Ukraine, je me suis pris de passion pour notre démocratie libérale. C'est incroyable comment je l'aime. Je savais que je l'aimais bien, que valait mieux vivre dans une démocratie que vivre dans une dictature. Genre, c'était déjà réglé dans mon esprit. Mais de voir une dictature agresser une démocratie naissante, imparfaite. D'ailleurs, elles sont toutes imparfaites, les démocraties. Elles sont imparfaites, elles sont grises, elles sont tout croches. Ça fonctionne mal. C'est de la discussion sans fin. Et les politiciens, comme sur notre chemin de retour, il y avait deux grandes affiches du Parti conservateur qui s'étaient décrochées d'un poteau. Et les deux immenses affiches gisaient au milieu de la chaussée. Et des passants pressés, sans aucun égard, n'ont pas hésité à piétiner le visage d'Éric Duhaime. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai marché sur le visage d'Éric Duhaime. Mais j'en ai pas éprouvé de satisfaction parce que, bon, il m'inspire pas, Éric Duhaime. Non, mais pas du tout. Mais, il y va. Il va. Les péquistes, qui est mon parti pour lequel j'ai toujours voté, les jeunes péquistes qui n'ont même pas de piercing, ils n'ont pas les cheveux verts. Ils ont l'air tellement bien élevés, les jeunes péquistes. Ils sont propres. Je les aime encore. Je les trouve. Ils s'en vont à l'abattoir en plus. Je les trouve courageux. Je les trouve insensés, mais je les trouve courageux. J'ai un amour immodéré pour les politiciens. Et je vous le jure sur ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était d'accord avec moi. On écoute les gens, ils sont nuls, sont incompétents, sont corrompus, ils aiment le pouvoir. Ouais, OK, d'accord. Vas-y. Fais-le. Le devoir de compétence, vous avez déjà entendu parler de ça? Si vous jugez que vous êtes la meilleure personne à ce poste-là, n'importe quel autre poste, vous avez le devoir de vous en emparer de ce poste-là. Parce que c'est pour le bien, pas juste de vous, mais des autres aussi. Il ne s'agit pas juste de convoiter des postes. Si dans votre âme et conscience, vous jugez que vous êtes la personne la plus habilitée à exercer telle fonction, m'excuse, vous devez le faire. Alors, mais si vous ne le faites pas parce que vous voulez rester nimbé du pseudo-prestige, de la supériorité facile, moi j'ai les mains propres, ouais, bon, ben, ça, c'est à la portée de n'importe qui. Les politiciens, ils se réveillent le matin, ils ont le couteau entre les dents, ils ont souvent des propositions insensées qui ne tiendront pas la route avant la fin du jour. Ils se font agresser, ils agressent. Ils se couchent le soir, après une journée épouvantable, et le lendemain matin, ils se réveillent frais comme des roses, prêts à encore aller dans la fournaise. Et encaisser les insultes, les quolibets, les remarques dénigrantes. Moi, je m'excuse, il n'y a pas un artiste qui est capable de faire ça. Ben, il me dit, les artistes sont sensibles. Ben, les politiciens aussi sont sensibles. Tout le monde est sensible. Bon, à part les psychopathes, mais à part ça, on est tous sensibles. Alors moi, je les aime. Je les aime. Pour moi, c'est des artistes
d'une exceptionnelle créativité. Le deuxième livre que j'ai acheté, Olivier Houdet. Ah, ça, là, le titre, je l'ai trouvé. Ben, je l'ai acheté à cause du titre. Puis aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les carnets de Paul Valéry. Paul Valéry, amoureux de son cerveau. Curieux de tout, mais d'abord de lui-même. Wow! Parce que Valéry, bon, dans ses carnets qu'on retrouve dans la Pléiade, c'était à la fois des réflexions philosophiques, des aphorismes, la poésie, toujours des formes très, très brèves. Il se levait aux aurores, il prenait un café, et il percolait des pensées. Et à chaque jour, il s'émerveillait lui-même de sa capacité à générer des réflexions. Alors, vous imaginez être doté d'un tel cerveau, vous vous réveillez à 5 heures du matin, vous prenez votre premier café, et tout à coup, ça jaillit. Alors, je veux dire, vous vous réveilleriez à cette heure-là aussi? En tout cas, moi, si j'avais la capacité intellectuelle et poétique d'un Paul Valéry, je pense que je ne dormirais plus du tout. Je serais à l'affût de mon propre génie. Et sans doute, je serais amoureux de mon cerveau. Au lieu d'être amoureux de mon corps, peut-être ce serait de mon cerveau dont je serais épris. Alors oui, Paul Valéry amoureux de son cerveau. Non, c'est pas possible. Là, ça, il faut que j'achète ça. Naître face à la mer, au milieu de l'activité des hommes. Quelle fut donc la vie de ce contemporain capital du siècle passé? Ici encore, je renvoie le lecteur aux deux excellentes biographies citées en première partie, celle de Michel Jarty en 2008, Paul Valéry, la plus complète, et celle de Benoît Peters en 2014, Paul Valéry, Une vie. Ouais, moi j'ai lu celle de Benoît Peters, qui a fait aussi une excellente biographie d'Hergé, mais celle de Derrida. Je ne saurais trop vous la recommander. Et Benoît Peters, ben c'est quelqu'un qui est lié au monde de la bande dessinée. Hein. C'est singulier, à la fois philosophe, à la fois herméneute et grand spécialiste de Tintin. Tout se tient. Hein. Alors oui. Et là, j'en ai acheté un autre, un troisième. Alors lui c'est le titre. Je ne connaissais pas la personne. J'ai quand même une petite déception parce que mon enthousiasme a été un peu douché par les quelques pages lues ici et là. Mais j'aurais dû m'y attendre parce que une désinvolture aussi ostensiblement affichée, ça peut être suspect au fond. La désinvolture, nous la prisons fort. Mais il ne faut pas trop que ça paraisse. Il ne faut pas trop qu'elle soit appuyée. Il faut que la désinvolture soit sous-jacente. Il faut même, si on est capable d'avoir ce type de désinvolture, qu'elle soit invisible, inapparente. Une désinvolture qui ne dit pas son nom. Fran Lebowitz, hein, comme le Big Lebowski, mais c'est Lebowitz. Pensez avant de parler, lisez avant de penser. Écoutez, c'est probablement un des titres les plus géniaux que j'ai jamais vu de ma vie. Wow! En plus, fume la cigarette. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui fume encore la cigarette. Ça me donne le goût de fumer quand je vois ça. Alors, oui, c'est rigolo. C'est les écrivains en grève, une prophétie terrifiante. Ben voilà, elle donne un exemple. Vous n'arrivez pas à écrire. Vous appelez un autre écrivain. Lui non plus n'arrive pas à écrire. C'est formidable. Vous pouvez dès lors discuter pendant 2 heures du fait que vous n'écrivez pas, puis aller dîner ensemble jusqu'à 4 heures du matin. Alors, vous voyez, quand même, le ton, c'est de l'humour. Et le titre, ben, c'est que c'est sur les adolescents. Ce qu'elle dit, vous voulez le passage?
Au cas où vous auriez des opinions, deux passages, au cas où vous auriez des opinions politiques radicalement différentes de celles de vos parents, n'oubliez pas que certes, la Constitution vous autorise à manifester les dites opinions sous une forme verbale, mais qu'il est toutefois très mal élevé de le faire quand on a la bouche pleine. Et à plus forte raison, quand elle est pleine de côtes de bœuf rôties au four par votre adversaire politique. Et voilà. Pensez avant de parler. Lisez avant de penser. Ce stratagème permettra à votre cerveau de découvrir et d'explorer d'autres concepts que ceux qu'il a forgés tout seul dans son coin. Ce qui est une bonne idée en soi tout au long de la vie. Mais surtout à 17 ans, c'est-à-dire à l'âge où vous êtes le plus à risque de penser des inepties. Mais je vais le lire et je vais vous en reparler. De toute façon, ça se lit bien, ça va se lire vite. Sans doute, je vais le faire dans une de ces journées où le lectorat abondant de cette librairie très achalandée me laissera quelque temps, quelques loisirs pour m'adonner à mon vice, qui est la lecture. Alors, je conclus en vous disant deux choses. C'est qu'après avoir acheté... Ah oui, je suis arrivé au comptoir. Ça a quand même coûté une somme, une jolie somme. Et j'ai demandé à la jeune préposée à la caisse, puis-je avoir un sac? Et là, elle m'a répondu, un sac, en me pointant les 10 sacs en question, c'est 2 $. Là, je ne prends jamais à partie les gens qui sont employés dans une entreprise, dans un commerce. Et non plus, je ne fais pas d'esclandre, et non plus, je ne demande pas à voir le gérant. Ce genre de choses qui, bon, sont un peu lassantes. Je me suis simplement contenté de rougir de mes contentements parce que achète 150 $ de livres, on pourrait avoir droit à un sac en plastique ou même en papier. Et non. 2 $ avec le nom. Alors, je veux bien me transformer en homme sandwich. Je veux bien faire de la promotion comme ça, là. Mais je ne veux pas payer pour faire ça. On me l'offre, le sac. Surtout après un tel achat. J'ai dit, non merci. J'ai rougi de mes contentements. Et je suis parti avec mes livres sous le bras. Voilà. Que j'ai traîné toute la journée avec moi, d'ailleurs. En m'arrêtant de temps à autre pour regarder celui sur les librairies en bavant d'excitation. Alors après toutes ces aventures qui nous ont donné à la fois faim et soif, Fabienne a suggéré qu'on aille prendre un café et un dessert. Nous sommes allés dans le restaurant, pâtisserie, café le plus coté de Côte-des-Neiges. Mais, comment je peux vous dire ça, donc? Je ne sais pas si c'est toujours le même propriétaire, mais il y a 10 ans, ce fameux propriétaire avait été appelé à témoigner à une célèbre commission d'enquête qui s'est tenue au Québec sur la corruption dans l'industrie de la construction. Et ce monsieur, donc, a été obligé, il n'a pas répondu grand-chose, de toute façon, il ne répond jamais grand-chose. Et quelque temps après, il a été battu sauvagement, j'imagine, par pas des complices, mais des associés peut-être, mécontents de la tournure des événements. Bref, c'est un lieu, comme dit Fabienne, qui se la pète grave. C'est un lieu où bon chic, bon genre, ou prout-prout, bon genre. Et là, on a eu le droit. Ah, c'est quand même... je vais même noter la réplique de Fabienne pour être sûr de ne pas l'oublier. On a eu le droit au plus invraisemblable numéro auquel j'avais jamais vu ça lequel j'avais jamais vu ça de ma vie. Un jeune serveur d'une condescendance.
d'une prétention jeune, ce qui ajoutait, moi j'étais admiratif de son style, avec le oui, plaît-il, oui, madame. Je veux dire, c'était inimaginable, c'était invraisemblable, c'était à la fois stupéfiant, grotesque, et honnêtement, je l'observais avec un enchantement. Oui, un enchantement. Je me disais, c'est incroyable d'être aussi fort, aussi imbu de sa personne, d'une fatuité qui, euh, qui donne à rêver. Et avant de partir, nous sommes allés, je suis allé à la toilette. Et j'ai vu la toilette dans un état. Même les toilettes de chez McDo sont plus propres. Et j'en ai rien dit à Fabienne. Mais je me suis dit, oh, la Fabienne, quand elle va voir ça, elle va être furieuse. Elle est ressortie de la salle de bain. Là, j'ai vu ses yeux. Fabienne est très expressive. Elle a appelé le jeune serveur imbuvable, et elle lui a dit, Monsieur, l'état de vos toilettes ne sont pas à la hauteur des prétentions de votre restaurant. Il a encaissé le coup avec pas mal de panache, je dirais. Il a fait un sourire, c'est plus que professionnel. J'avais l'impression qu'il avait lu tout Nietzsche, ce garçon. Le sourire du surhomme. Il a dit, très bien, madame, merci de votre commentaire. Je vais en aviser la plonge. Wow. Après, on a continué nos déambulations dans Côte-des-Neiges. Je suis allé voir mon ancien local, qui incidemment est encore à louer. Il va l'être sans doute très longtemps, ce malheureux pauvre local. Je ne l'ai jamais aimé. Bon, j'y suis resté pendant près de 20 ans. Faute, j'ai essayé de déménager, j'ai essayé d'en acheter, j'ai essayé d'acheter un local commercial. Bref, j'ai tout fait pour me sortir de là, sauf d'aller travailler pour la grosse librairie ou encore les voisins que j'avais à côté de mon commerce. Et justement, sommes allés voir qui était devenu la librairie Olivieri. Mais quelqu'un m'avait dit, un client de la librairie, m'avait dit il y a quelques jours, que c'était devenu un magasin de vêtements à la mode, un magasin de vêtements à la mode ukrainienne. Je dois avouer que ça m'a laissé complètement dubitatif. Les Ukrainiens, la communauté ukrainienne, en ce moment, avec ce qui se passe, ils s'imaginent qu'ils peuvent ouvrir des magasins de vêtements à la mode. Je sais pas, l'information me semblait tellement saugrenue que je ne sais pas. Et là, on est passé devant donc ce qui était la librairie, le bistrot, Olivieri, dont l'enseigne est restée tout à fait intacte, librairie, bistrot. Même si c'est fermé depuis près de 2 ans et demi, ils ont été les premiers à tomber lors de la première vague de la pandémie, ce qui était une très, très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des librairies. Moi, j'y allais quand même, j'achetais des livres là. Oui, là, j'achetais des livres là aussi. Et j'étais pas... pour moi, dès qu'une librairie ferme, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, c'est un endroit où je peux plus aller. Et là, bon, évidemment, il y avait le drapeau ukrainien, il y avait des tournesols, il y avait... Et nous sommes entrés, et ce n'était pas une librairie, ce n'était pas un magasin à la mode, c'était un centre communautaire tenu par cette communauté ukrainienne, à la fois vivant à Montréal et à la fois en exil. Et les vêtements, il ne les vendait pas, il les donnait aux, aux exilés ukrainiens établis à Montréal.
et dans un français tout à fait correct, la dame nous a expliqué que ben, c'était pas à vendre, c'était à donner. Et que si Fabienne alors s'est enquérée, oui, elle leur a demandé si ils acceptaient les dons. Elle dit oui, mais pas les dons d'été, les dons d'hiver, les manteaux d'hiver, et des objets domestiques, des casseroles, bon, ce genre de choses, la vaisselle. On a dit qu'on était pour revenir, leur apporter les objets. Et à la fin, on a salué le courage de ces gens et on leur a dit qu'en tant que Québécois, nous les soutenions dans leur combat. Alors après ça, j'ai repensé à ce qu'on avait dit, ouais, la mode. Et j'avais trouvé le ton méprisant. On dit, ouais, c'est en ukrainien, ils vendent des vêtements de luxe. OK. C'est pas ça du tout. Alors je pense qu'il ne s'est pas donné la peine de vérifier. Mais tout ça aussi, hein, la haine de la démocratie. C'est ça qui me frappe le plus, l'envie des solutions autoritaires. Là. On va leur montrer, c'est nous autres. Là. Ça m'est insupportable. Et là, ça monte, là, hein? Les autoritarismes montent. Et je ne me croyais pas autant entouré de gens qui nourrissaient une telle aversion pour les démocraties libérales. Et bon, parfois, j'entends aussi beaucoup de gens de gauche dire « Ouais, on est responsable, on achète du pétrole à des dictatures, on encourage, on est des hypocrites. » Ouais, on est des hypocrites, tout le monde. Et tous les pays sont hypocrites. Tous les pays travaillent dans leur sens de leur intérêt, mais j'aurais envie de dire, ben écoutez, les élites qui sont, les élites, peu importe, les élites des dictatures en tout cas, sont quand même responsables, un peu, beaucoup, du sort qu'ils font subir à leurs concitoyens. Et si on compare les sociétés démocratiques avec les innombrables défauts que cela comporte, eh bien, on vit mieux dans une société démocratique, fût-elle imparfaite, que dans une dictature née avec une poigne de fer. Ça ne marche pas, il n'y a pas de... Alors, j'aurais envie de dire, les dictatures devraient se transformer en démocratie libérale, hypocrite, un peu décadente. Mais au moins, les gens vivraient mieux. Ah, mais non, mais là, c'est le retour aux valeurs. Ouais, on va leur montrer, on est capable. Vous voyez ce que ça donne, là? Hein? Il y a le cornichon du Kremlin qui a décidé que hein, les woke, c'est fini. Ouais. T'es en train de se prendre une branlée, le mec, quand même. Hein? Et ça marche pas, son truc, hein? Le stratège. Quel stratège formidable. On va souffrir. C'est sûr, on va souffrir. On verra pas, nos maisons ne seront pas démolies. Nos enfants ne seront pas tués. Nos soldats ne seront pas tués. Je veux dire, on va souffrir. Mais on ne souffrira pas autant qu'eux. Et puis souffrir, même si on souffrait beaucoup, là, on ne meurt pas, on ne va pas mourir. Oui, on va en chier. Mais ça n'a rien de comparable à ce que vit le peuple ukrainien. Ah, là, on entend, c'est des complots, les Américains qui veulent détruire l'Europe. On entend des conneries. C'est pas possible. Heureusement qu'il nous reste les livres. Alors, elle a été longue, je ne sais pas combien de temps elle dure. Ouais. Voilà. Elle a été trop longue.